Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée ce soir au signe de la balance, dans un nouvel environnement comme vous le constatez, puisque je suis actuellement en déplacement en France pour un cycle d'enseignement en présentiel. J'aurai peut-être d'ailleurs l'occasion de vous rencontrer, d'avoir le plaisir d'échanger avec vous. Nous n'aurons pas ce soir notre tableau habituel, celui auquel on se réfère très souvent. Il faudra l'imaginer. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas très difficile, puisque nous l'avons évoqué à maintes reprises tout au cours de cette formation qui nous a permis déjà de franchir la moitié du zodiaque. Et puis, je l'évoquerai ce soir, et puis j'essaierai d'être suffisamment explicite pour que vous puissiez bien l'imaginer. Ceci étant, nous nous étions laissés le mois dernier, vous vous en souviendrez d'autant plus que depuis vous travaillez ces éléments, nous nous étions laissés à une étape cruciale sur le chemin initiatique tel que proposé par le zodiaque, puisque nous étions au terme du second quadrant, mais aussi au terme du premier hémisphère zodiacal. Alors, je vous rappelle brièvement que le zodiaque peut être considéré comme une roue de vie, c'est-à-dire comme un parcours initiatique. Et lorsque l'on considère, là je vous montre le tableau invisible, je vous invite à le visualiser intérieurement, lorsque on considère le cercle zodiacal comme une roue de vie, comme un parcours initiatique, on a traditionnellement l'habitude de le subdiviser en 4 quadrants, dont le premier s'amorce à l'est avec les premiers signes du zodiaque, à savoir le bélier, le taureau et le gémeaux. Si l'on voulait résumer l'enjeu psychologique associé à ce premier quadrant, on va s'en tenir à l'enjeu psychologique pour maintenant, eh bien on pourrait dire que ce quadrant correspond à l'enjeu qui consiste à faire l'expérience de soi en tant qu'individu. Rappelez-vous, on avait dit avec le signe du bélier, on est invité à naître à soi-même, à prendre conscience de ce que nous sommes. Avec le taureau, à nourrir, à valoriser ses potentialités présentes au plus profond de nous-mêmes. Et avec le gémeau, on atteint une certaine maturité en prenant conscience du fait que nous sommes constitués de 2 éléments complémentaires, d'un pôle féminin et d'un pôle masculin. Et qu'on atteint ainsi, par cette prise de conscience et par l'éveil de ces 2 dimensions, une certaine maturité au niveau de l'individu. Puis nous sommes entrés dans le second quadrant du cercle zodiacal que l'on pourrait résumer de la manière suivante: faire l'expérience de soi en tant que personne. Alors, quelle est la différence entre faire l'expérience de soi en tant qu'individu et faire l'expérience de soi en tant que personne? Pour caricaturer, pour simplifier à l'extrême, on peut dire qu'une personne, c'est un individu capable de relation. Et c'est précisément ce que l'on a mis en exergue, puisqu'on a vu que le second quadrant consistait à développer les exigences et les outils de la communication, de l'échange, de la relation. D'abord avec le Cancer, apprendre à écouter, avec le Lion, apprendre à s'affirmer, avec le signe de la Vierge, inscrire mon rapport à l'autre dans une perspective bien particulière, dans un horizon de sens bien particulier, que les grandes traditions spirituelles, que les grandes traditions religieuses ont généralement résumé par l'expression « la règle d'or ». On a vu qu'avec le signe de la Vierge, on avait à apprendre à appliquer au quotidien la règle d'or et qu'ainsi on atteignait une certaine maturité au niveau de la personne, au niveau de notre capacité à entrer en relation, pour pouvoir, avec les signes qui vont suivre, entrer en quelque sorte dans une expérience relationnelle, mais dans une expérience relationnelle qui va prendre une dimension totalement autre, comme nous allons le constater ce soir. Alors d'une certaine façon, on pourrait dire que le premier hémisphère zodiacal, qui correspond aux 2 premiers quadrants, consiste à faire l'expérience de soi en tant qu'individu et en tant que personne. Puis nous sommes arrivés ce soir à un passage très important vers le second hémisphère et vers le 3e quadrant. Alors ce second hémisphère, on pourrait en résumer les enjeux initiatiques de la manière suivante: faire une expérience de dépassement de soi et de transcendance. Et si on pouvait résumer le premier hémisphère en parlant de développement personnel, on parle beaucoup de ça, du développement personnel, connaissance de soi, développement de nos potentialités, développement de notre capacité à entrer en relation d'une manière saine, d'une manière équilibrée, ce qui nous permet d'être une personne au sens fort du terme. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le développement
personnel, on pourrait dire que le second hémisphère, celui dans lequel nous allons entrer ce soir, est celui d'un dépassement de soi et d'une expérience de transcendance. Donc, on va au-delà du développement personnel, on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'éveil spirituel. On pourrait vraiment associer ce second hémisphère à l'éveil spirituel, qui dans un premier temps se fera avec le troisième quadrant, c'est-à-dire avec les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Et alors, il s'agira de faire l'expérience d'un dépassement de soi, d'une certaine forme de transcendance, par l'expérience de l'autre, dans une relation à l'autre, mais pas simplement une relation à l'autre qui me conforte dans ce que je suis, ou une relation à l'autre qui me permet de sortir un peu de mon isolement et d'être une personne à part entière. Là, il s'agit de vivre une relation à l'autre qui est une expérience de l'autre. On va le voir d'ailleurs d'une façon très claire le mois prochain avec le signe du Scorpion. Une expérience de l'autre qui m'amène à un véritable dépassement de ce que je suis, à une expérimentation de l'autre dans le sens d'une altérité, devenir autre que moi-même. Il ne s'agit plus d'un simple développement personnel où j'épanouis mes potentialités intérieures. Il s'agit de faire l'expérience de quelque chose de nouveau, de quelque chose de tout autre, voyez-vous? Et c'est ce que va inaugurer ce signe de la Balance que nous allons aborder, que nous allons étudier ce soir. Donc, expérience de dépassement de soi et de transcendance par la relation à l'autre dans les trois signes du troisième quadrant. Et pour vous contextualiser l'ensemble, le quatrième quadrant qui va s'amorcer donc avec le signe du Capricorne, le quatrième quadrant, ce sera celui toujours d'un dépassement de soi, de l'expérimentation d'une transcendance, mais cette fois-ci dans le rapport au tout autre, celui qu'on appelle le tout autre dans la Kabbale judéo-chrétienne, c'est-à-dire le divin. Mais si vous n'êtes pas déiste ou si le mot Dieu vous cause encore quelques problèmes, on a du temps avant d'arriver aux trois derniers signes du zodiaque, on peut dire avec le cosmique, avec l'universel. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas non plus faux. Hein? Et donc, l'expérience du quatrième quadrant, c'est une expérience de dépassement de soi, une expérience de transcendance de soi, mais cette fois-ci avec le tout autre, avec une altérité absolue, avec quelque chose qui me dépasse de manière colossale. Hein? Alors, le tout autre dans la Kabbale judéo-chrétienne, ou le cosmique, ou l'universel, dans une perspective un peu différente. Donc, on aura, après ce premier hémisphère que l'on peut résumer comme l'hémisphère du développement personnel, celui de l'éveil spirituel. Et c'est le signe de la Balance qui nous introduit dans ce nouvel ordre des choses. Parce que là, il y a vraiment une transition majeure. Il y a une transition pour chacun des signes, des 6 premiers signes, mais là, il y a une transition majeure. On passe du développement personnel à l'éveil spirituel. C'est quelque chose d'un tout autre ordre, si vous voulez. C'est l'amorce d'un nouvel âge, c'est l'amorce d'un monde nouveau. C'est aussi l'amorce d'un nouvel ordre du monde. Et vous allez voir à quel point ça c'est important, à quel point c'est précisé dans l'univers de sens qui entoure le signe de la Balance. Alors, on va travailler ce signe ce soir comme on le fait à l'habitude, c'est-à-dire nous allons étudier le signe qui nous intéresse à travers 10 points bien précis, 5 points repères, et puis le symbolisme, les enjeux psychologiques et spirituels, et puis l'accompagnateur spirituel, le maître spirituel et la pierre correspondant au signe. Mais là, on va débuter la première partie de notre rencontre autour des 5 points repères. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces 5 points repères? C'est ce qui nous permet, dans leur ensemble, c'est ce qui nous permet de pouvoir contextualiser le signe de la Balance. Le signe de la Balance, le symbole de la Balance, l'objet, qui est la Balance, dans quel contexte symbolique devons-nous le considérer? Ce soir, ça va être extrêmement important, on va le voir. Il y a différents niveaux de sens par rapport au symbole de la Balance. Qu'est-ce qui correspond au signe de la Balance, à cet emplacement au niveau du cercle zodiacal de la roue de vie? 5 points repères qui nous permettent donc de mieux situer le symbolisme
symbolisme d'un signe, mais aussi les enjeux initiatiques, c'est-à-dire les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels de ce signe. Rappelez-vous que le premier des 5 points repères, c'est ce qu'on appelle la pensée synthèse ou la pensée semence. Pensée synthèse parce que c'est un énoncé qui regroupe d'une certaine façon l'essentiel de l'enjeu initiatique correspondant au signe. Pensée semence parce que c'est un énoncé qui comporte une partie de mystère et qui peut nous permettre, lorsqu'on le médite, lorsqu'on essaie d'entrer dans ce à quoi il nous invite, qui peut nous permettre vraiment d'être ensemencés par rapport à cet univers particulier, à cet univers initiatique qui correspond au signe, en l'occurrence ce soir, le signe de la balance. Et pour nous, ce soir, l'énoncé est le suivant. La 7e est de chrysolite, où persiste l'éclat du soleil fécond. Alors, je vous rappelle que ces énoncés synthèse, ils concernent d'abord les pierres de la Jérusalem céleste. C'est pour ça que l'énoncé débute par la 7e et de chrysolite, la pierre qui correspond au signe de la balance, sur laquelle nous reviendrons à la toute fin de notre soirée lorsque nous aborderons la pierre correspondant au signe. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est plutôt ce qui suit cette première partie de l'énoncé, où persiste l'éclat du soleil fécond. Car si cela est vrai de la chrysolite, cela est vrai également de l'expérience associée au signe de la balance. Et c'est à quelque part une indication extrêmement précieuse de ce que représente l'univers initiatique entourant le signe de la balance, à savoir où persiste l'éclat du soleil fécond. D'abord, on n'est pas très étonné par cette image, parce que cette image, elle correspond assez bien à ce quadrant, à l'amorce de ce 3e quadrant qui va correspondre à quoi? À l'ouest. Hein? Si ici le bélier correspondait au lever du soleil, à la naissance, ici la balance va correspondre au coucher du soleil, à l'automne. Hein? Ici on a le printemps, ici on a l'automne, ici on a le lever du soleil, ici on a le coucher du soleil, ici on a la vie qui débute, ici on a la mort qui permet la naissance d'une nouvelle vie. C'est un peu ça, l'idée d'un soleil couchant, on sent bien ça. Un soleil, un lieu où persiste l'éclat du soleil fécond, c'est que le soleil s'est quand même retiré, qu'il s'est effacé, mais il persiste l'éclat du soleil fécond, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fécondité liée à cette personnalité, à ce soleil qui accepte de s'effacer, qui accepte de mourir, mais dans le but d'une renaissance, dans le but de mettre en place une fécondité nouvelle et une expérience nouvelle, et comme je vous le disais tout à l'heure, un nouvel ordre du monde. Donc, d'une certaine façon, on a là tout le mystère associé au coucher du soleil. On est plus familier avec le lever du soleil dans les écoles ésotériques, dans les écoles initiatiques. On solennise beaucoup le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'il est associé à la naissance, parce qu'il est associé à un processus d'éveil à quelque part. Donc, on le met en scène dans de nombreux contextes. Si vous êtes allé en Égypte, en particulier si c'était un voyage à caractère initiatique, on vous a très certainement conduit à Abu Simbel pour assister à un lever du soleil, parce qu'il est là d'une façon toute particulière. Et puis il y a une statuaire et un contexte qui fait que le lever du soleil prend un sens bien particulier. On a ça en Égypte pharaonique, on a ça dans les traditions chamaniques, bien sûr, où on a ces roues de médecine qui sont célébrées au lever du soleil. On a ça dans le christianisme également. Quand le prêtre se présente à l'autel pour célébrer la messe, elle a été construite pas pour être célébrée à 16 heures l'après-midi, mais bien au lever du soleil. D'ailleurs, il y a un geste au moment de la célébration où le prêtre prend l'hostie qui a une forme circulaire, blanche, immaculée, un cercle de lumière, un soleil en fait, et il le lève comme ça. Donc c'est le lever du soleil. Mais ce lever du soleil, c'est celui du sol invictus, du soleil invaincu, du soleil qui a traversé l'expérience de la mort, qui s'est couché, qui a visité les mondes souterrains, mais qui maintenant renaît d'une vie nouvelle. C'est une symbolique extraordinaire. Mais on voit bien qu'ici, le lever du soleil est un lever consécutif à un coucher.
hein. Donc, ce coucher du soleil, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ça correspond à une renonciation à sa vie propre pour accéder à une fécondité nouvelle, pour accéder à un nouveau cycle, pour accéder à une nouvelle expérience. On avait ça aussi en Égypte pharaonique. Rappelez-vous que chaque jour, en fait, le soleil se couche, puis il entreprend son parcours souterrain jusqu'au matin où il va de nouveau se lever, où il va renaître. C'est le cas de Ra, c'est le cas du dieu soleil, mais c'est aussi le cas d'Osiris et c'est le cas de tous les défunts qui se couchent et qui meurent à un moment de leur vie et entreprennent un parcours souterrain qui va les conduire progressivement à l'expérience donc d'une renaissance.